Voilà, je vois le nombre de participants qui se stabilise. Merci à tous d'être là. Bienvenue donc dans ce webinaire consacré. Donc, c'est un webinaire qui est consacré au coût de chantier pour la gestion durable des haies. Ça fait partie d'un cycle de webinaires de restitution d'un projet InterOnVar que l'on mène avec plusieurs structures. Euh, je vais vous présenter tout de suite. Donc voilà, le sujet du webinaire du jour, construction d'un référentiel national de coûts de gestion durable des haies, suivant différents itinéraires techniques. Ce webinaire est enregistré. Ce webinaire donc, sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube, de même que tous les autres webinaires que nous avons pu réaliser jusqu'à maintenant. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui, après vous présenter un premier contexte, un rappel du cadre de ce projet Interonvar, nous aurons l'intervention de Mehdi Mifta de la Fédération nationale des CUMA, qui nous parlera de la méthodologie et des résultats obtenus dans le cadre d'une enquête sur la mise à jour des référentiels de coûts de gestion durable des haies. À la fin des deux interventions là, donc de Mehdi Mifta, on aura un temps de réponse et questions à l'oral, si, pour prendre en compte vos remarques, vos questions. Ensuite, Olivier Lepage de la SIC Mayenne Bois Énergie interviendra pour nous présenter qu'est-ce qu'un chantier de gestion durable des haies en détail, en technique. Euh, Suite à sa présentation, il y aura un nouveau temps d'échange. Et puis enfin, on terminera avec la présentation de Catherine Moret sur comment nous allons décliner et utiliser tous ces coûts de chantier, toutes ces références, qu'est-ce qu'elles vont permettre de mettre à jour dans les outils qui sont déployés au niveau national. Voilà, donc le temps des intervenants est approximatif. On est ensemble pour encore 1h20 environ. Voilà, je rappelle hein, qu'il y a quelques nouveaux participants, qu'il y a un espace Q&R que vous pouvez utiliser pour poser vos questions. Nous traiterons d'y répondre. Nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure des interventions. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser cet espace pour interagir. Alors, le projet InterOnVar, c'est un projet qui est porté par Réseau et France en tant qu'organisme chef de file de ce projet et avec plusieurs structures. Donc, la Fédération nationale des CUMA, qu'on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui, mais également Terre de Liens, la FNAB, Fédération nationale d'agriculture biologique, et puis le réseau TRAM, qui ont mené avec nous ce ce projet pendant 3 ans. Le soutien financier est celui du ministère de l'Agriculture dans le cadre du CASDAR pour un montant avoisinant donc 260 000 euros. Donc je disais sur à peu près 3 ans, 2 ans et demi. Les finalités de ce projet, tout d'abord, c'est de partager des compétences entre les différents réseaux nationaux pour partager compétences et connaissances autour du sujet de la haie et de chaque spécificité des partenaires. Notre objectif aussi est de répondre à la demande de changement d'échelle, de la prise en compte de la haie dans des systèmes agricoles. Euh, pour que ça soit réellement intégré dans les projets économiques des agriculteurs, et puis aussi de permettre, à travers la haie, une meilleure résilience des fermes face au changement climatique. Euh, la haie comme allié face au changement climatique. De manière opérationnelle, on a une déclinaison de plusieurs actions. Déjà, c'est de créer un cadre et une culture commune sur la haie, sur la gestion durable des haies, à travers toutes les structures partenaires et leurs réseaux. En deuxième action, on a de définir des méthodes, des modèles et des références de valorisation économique de la haie. Donc on est clairement aujourd'hui dans la restitution de cette action-là, c'est-à-dire on a cherché hein, à trouver des références communes que l'on pouvait partager et qu'on a le plaisir de partager aujourd'hui avec vous. Troisième action, c'était de construire des cadres pour assurer la durabilité des systèmes. Donc là, un cadre dans le sens, une filière de valorisation de la haie qui puisse
voilà, se décliner sur tout un territoire. Et puis enfin, accompagner les têtes de réseau dans la valorisation des haies, donc donner des outils, des moyens aux têtes de réseau pour aller dans le sens de la valorisation des haies. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Mehdi, qui va nous présenter son travail durant ce projet. Oui. Mehdi, merci, la parole est à toi. Merci beaucoup Maxence. Donc oui, on va être ensemble pour deux points. Je vais vous présenter deux points. C'est tout d'abord quelle approche a été choisie pour créer et mettre à jour des référentiels pour un coût de gestion des haies, de coût de gestion durable, grâce aux données concrètement qu'on a essayé de récolter sur le terrain. Et par la suite, on va voir ces résultats-là et déjà émettre réfléchir déjà un peu à quelle stratégie qu'il y aurait pour une bonne gestion, on va dire, du chantier d'un point de vue économique, etc. Propos qui seront complétés par la suite par l'intervention d'Olivier Lepage, de manière qui sera une manière beaucoup plus concrète en fait de compléter le résultat. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, concernant la création de ces références de coûts de chantier, le recensement il a été réalisé du coup hein, auprès du réseau CUMA. Donc, il y a eu tout d'abord du coup, un repérage et un premier questionnaire pour voir en fait où étaient les CUMA qui avaient au moins une étape, participé à au moins une étape dans la gestion du bois bocagé. Donc, avec un recensement questionnaire plus avec des données que l'on a de suivi du parc matériel. Donc, ça a duré en gros pendant quasiment tout le projet. Et ensuite, on a ciblé auprès des CUMA du coup je dirais les plus actives sur le bois bocager. Et on leur a demandé tout simplement, via un questionnaire, de suivre certains chantiers pour nous faire remonter des données. Donc les données, elles ont été remontées, vraiment c'est des données de la saison 2024. Et on va vous présenter du coup quelles données on a voulu faire remonter en suivant ces chantiers-là. Slide suivante, s'il te plaît, slide suivante. Ouais, merci. Donc, contrairement les données d'indicateurs, bon, c'est d'abord c'est concernant la haie, donc pour savoir quel type de haie, en fait, tout ce qu'il y a en fait autour de la haie, les informations sur la haie, donc quel type de haie, la typologie, la proportion, sur combien de parcelles elle est, combien de haies ont été traitées sur le chantier, le mètre linéaire qui est traité au global, et ensuite le volume déchiqueté. Donc, pour avoir en gros une image de la haie et du chantier qui a été réalisé. Pareil, la difficulté d'accès aussi de la haie, par exemple. Et à la suite, vous avez là toutes les étapes d'un chantier de gestion du bois bocager. Et on a voulu faire remonter certains indicateurs qui existaient déjà en fait hein, via les travaux du réseau Air France et qu'on a voulu soit mettre à jour, soit actualiser, soit carrément créer. Donc on a en grande majorité, hein, ça va être le coût en euros par heure sur le chantier et ensuite concrètement c'est l'indicateur en euros en heure pardon, par mètre linéaire sur chaque, on va dire, sous-catégorie de ces indicateurs. Donc, que ce soit pour du chantier, que ce soit pour la main-d'œuvre, tronçonneuse, matériel mécanisé, etc. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails parce que vous aurez la présentation, donc vous pourrez voir plus. Je vous propose d'avancer. Slide suivante, s'il te plaît. Sur la méthode, sur qu'est-ce qu'il a été décidé. Donc, donc, comme j'ai dit, l'objectif était de créer de nouvelles références. Donc, c'était tout simplement en fonction du nombre de données disponibles. On va voir par la suite c'était de combien. Donc, soit on utilise ces données qui sont remontées pour avoir de nouvelles références avec lesquelles travailler, ou bien on valide les références existantes, existaient, et qui ont été créées par le réseau F-France. Donc, comme vous vous en doutez, en fait, j'en ai parlé, il s'agissait d'être sur le terrain et pendant le chantier, et donc de réaliser, de noter en fait toutes les mesures et de les faire remonter. Donc c'était un travail assez coûteux. Ça mérite au moins donc, être présent pendant la journée du chantier et par la suite, du coup, faire numériser et faire remonter ces données-là. Donc, elle a un coût, ce genre de travail-là, et donc ça va être compliqué de le faire tous les ans. Donc, la proposition qu'on fait là, c'est que tous les 5 ans, on peut faire une campagne d'acquisition de la sorte. Et entre les 5 ans, il nous faut un indicateur, un indice qui nous permettrait peut-être d'actualiser les coûts en fonction des circonstances. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser
l'indice mensuel des prix d'achat des moyens de production agricoles, donc l'IPAMPA, hein, qui est disponible sur l'INSEE, pour actualiser les références qui sont existantes au cours de l'année avant de refaire une nouvelle campagne de mesure. Voilà du coup la méthodologie qu'on vous propose pour créer les données et ensuite pour les utiliser au fur et à mesure dans le futur. On peut passer du coup à la suite. À cette suivante. On va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails sur les résultats. Slide suivante. Allons-y, hein, slide suivante. Merci. Oh ben excusez-moi, le PowerPoint a lâché. Si vous voulez, pendant que la slide remonte, moi je peux continuer, hein. Là, ce qu'on va voir par la suite, ça va être. On va d'abord commencer sur les d'où viennent les données, combien il y en a, et, euh, et en gros, combien de mètres linéaires a été exploité, donc sur quel département, quelle région. Et vous allez voir en fait que on a 29 en fait données de chantier, hein, qui ont été récoltées, hein, sur cette saison 2024, qui sont regroupées en fait sur 5 départements, les départements qui étaient les plus actifs en tout cas dans notre réseau sur la gestion du bois bocager, qui, donc, vous en doutez très bien, sont autour du nord-ouest, donc plutôt Bretagne, Mayenne, Normandie. Donc voilà, c'est des régions assez classiques pour, pour en tout cas les travaux de chantier. Vous aurez un visuel dessus qui vous permettra de le voir, qui va arriver bientôt. Alors, est-ce que vous voyez Pour l'écran à l'instant, nouveau? pour Non? l'instant, on voit uniquement ton PPT, mais on voit pas le. Je sais pas si tu es en mode présentateur ou non, mais en tout cas là pour l'instant on n'a pas le. Ou en mode diaporama, mais pour l'instant on l'a pas. D'accord. Et là, c'est peut-être mieux. Là on est bon. Là on est bon. Excusez-moi, il y a eu un... L'ordi Non, a craché. pas de problème. Donc là tu vas pouvoir avancer jusqu'à la. Je pense que c'est la slide 12. Ouais, voilà. Voilà, ici, parfait, parfait ici. Donc là, c'est ce que je vous expliquais à l'oral. Donc on a eu 29 données de chantier qui ont été récupérées sur les 5 départements. Les départements en gros les plus actifs, c'était ceux, hein, Mayenne, Normandie et Bretagne. Donc, enfin, pardon, les régions, excusez-moi. Et vous avez aussi la liste ici des départements avec le linéaire qui est prélevé, exploité, issu de ces données-là et le volume déchiqueté. On est au total autour de 10 000 mètres cubes à par an qu'on a pu voir sur toutes ces données-là. Bien entendu, hein, ces données-là représentent une portion des chantiers qui sont réalisés sur ces départements-là, car comme je vous l'ai dit, il s'agit d'avoir un animateur présent sur toute la journée pour récolter les données. Donc, il était impossible d'avoir du coup tout le panel des chantiers qui sont faits là-dessus. Voilà. Slide suivante, s'il te plaît. Là, on va parler un peu plus du chantier type, parce que avec les 29 données, on est capable de voir du coup quel type de haie était présent en face et comment est-ce qu'elle était agencée et en moyenne, quel a été le linéaire prélevé exploité et le nombre de mètres cubes par an. Donc, en général, le chantier a été fait sur plusieurs haies. On n'a pas l'indication sur le nombre de haies, hein. On a fait exprès, hein, pour que ce soit assez simple. Donc, sur plusieurs haies, sur en moyenne 2-3 parcelles qui étaient toutes distantes de 8 km. Les chantiers ont été considérés comme entre simples à moyennement difficiles. Donc, ce que cela veut dire en traduction, c'est que la haie était relativement libre d'accès, peu de clôture, peu de routes derrière. Donc, les chantiers ont pu être voilà, accessibles et réalisables pour. Sur la haie en tant que telle, forte densité de taillis qui a été observée, avec donc au-delà de 2 tiers du linéaire, et pour le reste, ça a été plutôt DOG. Et très peu pas de ragos du tout et très peu de têtards. Et sur chaque chantier qui a été saisi, il y a eu 524 mètres linéaires prélevés ou exploités pour 265 mètres cubes à par an. Donc voilà, là, ça vous donne une idée du chantier moyen représentant là toutes nos mesures. On peut passer à la slide suivante. Donc là, je vous l'ai déjà expliqué auparavant, mais je le redis ici, comme ça, c'est avec un peu plus de précision. Concernant les données et ce qu'on en a fait. Notre regard, ça a été, en fonction de la trentaine, ça a été sur est-ce qu'il y a au moins autour d'une dizaine de données. Et par la suite, le deuxième regard qui a été, c'est est-ce que la valeur qui a été calculée et trouvée, donc le nouvel indicateur,
est-ce qu'il est du même ordre de grandeur que les références qui étaient déjà précédentes, avec en gros un seuil qu'on a mis autour de 25%. Et donc, s'il y a suffisamment de données, eh bien, on l'utilise comme nouvelle référence. S'il n'y en a pas suffisamment et qu'on a un ordre de grandeur assez proche, eh bien, ça veut dire qu'en fait, on confirme que les références qui étaient déjà existantes sont plutôt bonnes ou similaires. Et dans le cas où, si l'ordre de grandeur est un peu trop gros, eh bien, on ne peut pas statuer. Et dans ce cas-là, il faudrait faire d'autres campagnes de mesure. Je précise que ce cas-là a été quand même pas observé. Il n'a pas été observé en tout cas pour nous. Slide suivante. Pour éviter d'avoir une présentation un petit peu lourde et compliquée à suivre, et étant donné que vous aurez les supports par la suite, ce que je vais vous proposer, c'est je vais juste vous afficher les valeurs et on va aller un peu plus dans le détail pour certains chantiers, donc les chantiers où le réseau Kuma est un peu plus à même d'agir, car beaucoup plus de matériel agricole, hein, logique. Donc on va aller un petit peu sur l'abattage et le transport, et après surtout sur le déchiquetage. Donc vous avez ici les valeurs qui sont affichées avec la différence entre les références qui ont été nouvelles et les autres qui ont été conservées. Avec, je précise ici en tout cas, étant donné qu'on n'a pas trop eu de valeurs qui ont surmonté sur l'utilisation de télescopiques et de nacelles, on a réutilisé, on s'est mis d'accord pour réutiliser le guide prix de revient de 2023. Donc voilà, slide suivante. Et vous avez ici, pareil, le reste des valeurs donc concernant les autres étapes du chantier, donc la reprise de coupe jusqu'au transport. Donc je vous laisse voilà, à peu près une dizaine de secondes le temps de prendre connaissance de ces valeurs-là. Mais encore une fois, pour passer un meilleur moment ensemble, je vais éviter de les lire une par une. Voilà. Donc on va pouvoir aller un peu plus dans le détail sur chantier d'abattage. On va aller à la slide suivante. Il faut savoir que du coup, dans le rendu qui sera, et potentiellement même dans cette slide-là, je pense qu'on rajoutera en annexe, vous aurez ce genre de détails-là sur les données qui ont été suivies. Donc voilà, sur l'étape d'abattage, voilà toutes les données qu'on a essayé d'avoir et de faire remonter. On a la durée moyenne de l'abattage, le coût moyen pour chaque sous-activité et la quantité moyenne récoltée, en tout cas en heures par 100 mètres linéaires. Et comme vous en doutez, évidemment, là où on a le plus de données, ce sont les données sur des équipements mécanisés. Donc là, les têtes d'abattage, on en a beaucoup plus, des données un peu plus fiables à utiliser. On peut passer à la slide suivante. Pareil pour le transport. Donc, vous avez le nombre de données qui est affiché ici. Les points qui sont intéressants à voir, c'est que on a le coût moyen du point d'utilisation du tracteur avec une benne qui comprend la manœuvre. Voilà, vous avez le coût qui est affiché ici. Les bennes en moyenne ont toutes été d'une capacité de 10 tonnes. Et pour chaque chantier, il y a eu entre 2 et 3 bennes qui ont été utilisées. Et vous avez le prix moyen, un indicateur qu'on a voulu essayer de mettre en place, qui est un peu plus parlant que les autres. Donc pour déplacer 10 tonnes sur 10 km, vous avez le coût euh, qui est affiché en bas. Voilà. Passons maintenant à la slide suivante sur le déchiquetage. Merci, parfait. Donc là, point un peu plus important, car voilà, déjà vous le voyez, il y a 29 données. Donc c'est tous nos chantiers évidemment qu'on a suivis ont eu du déchiquetage. Et donc on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail et on va se poser une question par la suite et vous allez voir laquelle. Donc sur le bois qui a été récolté, qui a été utilisé, enfin qui a été déchiqueté, en, en général, donc ça a été plutôt du bois qui était inférieur à 30 cm de diamètre. Vous l'avez affiché en fonction des catégories de bois que vous avez en bas, vous avez la répartition. Donc la majorité était effectivement autour de, bah, comme je vous ai dit, le bois qui est inférieur à 30 cm de diamètre. Et sur les chantiers, sur la mise en tas qui était faite avant le déchiquetage, vous le voyez, les chantiers ont été à minima moyennement optimisés à fortement. Et voilà, dans le détail, du coup, Olivier nous présentera ce qui est entendu comme étant un chantier fortement optimisé. Mais voilà, c'est concrètement il y a une mise en tas qui a été à minima à peu près faite ou bien faite, ce qui va bien avec les observations sur l'utilisation de têtes d'abattage. Slide suivante, s'il vous plaît. Là, je vous ai remis les indicateurs qu'on a fait ressortir un peu plus en détail de la même manière que l'on a fait sortir sur l'abattage et le transport.
Donc la durée moyenne à chaque fois des chantiers de déchiquetage était autour de 3h30 pour le coût moyen que vous avez affiché en euros de l'heure. Puis ensuite, vous avez là le coût par mètre cube apparent du chantier, donc de 5,6 euros. Et on a du coup à 80 mètres cubes heure qui a été sorti en moyenne pour 0,7 heures pour 100 mètres linéaires. Et donc la question qu'on peut se poser par la suite, parce que ça on a pu le faire et on a essayé de s'amuser un peu plus avec les données, c'était de voir, étant donné qu'on avait deux types de déchiqueteuses, une moins puissante et une un peu plus, vous avez les modèles en bas, un Bieber 110 et 83, mais la question est qu'on a eu des chantiers de débardage qui ont été plus ou moins, enfin un débardage qui a été plus ou moins optimisé. La question, bah, pour le déchiquetage, la question c'est dans quel sens on doit aller? Est-ce qu'il faudrait aller peut-être plus vers augmenter la puissance des déchiqueteuses ou aller vers prendre le temps de mieux optimiser le débardage et la mise en tas? Donc pour nous, là, le point de repère qu'on a choisi, ça a été, parce que tous les chantiers ont été à peu près optimisés bah, de façon moyenne. Donc on est parti sur une optimisation moyenne et l'utilisation du Bieber 78. Ça, c'est notre base pour regarder quels étaient les gains observés si on passait à Bieber 83 ou si on optimisait un peu plus. On peut passer à la slide suivante. Voilà, ça c'est l'observation qu'on peut faire. On aura deux indicateurs qui nous permettront de les observer. Donc c'est le prix en euros par mètre cube apparent. Et ensuite, on aura la quantité du coup en heures pour 100 mètres linéaires. Donc ce que l'on voit là, vous pourrez prendre le temps de regarder en détail cette slide-là, mais de manière assez simple. Ce qu'il faut juste voir, c'est on a des gains économiques en pourcentage assez similaires si on passe d'une déchiqueteuse plus puissante ou si on passe vers une optimisation de chantier plus puissante. Et à chaque fois, on est autour de 20% en gain, donc on peut cumuler beaucoup plus en pourcentage si on va vers plus puissant, vers plus optimisé ou pas. Donc voilà, ça c'était première observation qu'on peut voir là. Et donc, si on regarde en heures pour 100 mètres linéaires, cette suivante, vous allez voir que c'est la même chose à peu près. Voilà, autour de 20 et 30%. Vous prendrez le temps de regarder ces données-là plus en détail. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire la comparaison tout de suite entre les deux stratégies, on va dire. Donc, slide suivante. Voilà, donc, je vous dis, donc les gains est assez proches en pourcentage. Et pour 100 mètres linéaires, si on est sur le cas de gauche, avec une optimisation du chantier, mais en gardant la même déchiqueteuse, si on regarde tout en bas ce qui est en gras, étant donné que ce qu'on a observé, c'est que ça prenait 2 heures de plus pour vraiment optimiser le chantier, en moyenne, donc pour 100 mètres linéaires, hein, je précise. On a un surcoût de 75 euros, du coup, si on va vers un chantier plus optimisé, pour un temps supplémentaire, du coup, de 1h50. Parce qu'étant donné, on dépense 2 heures pour optimiser, mais on économise, ce qu'on a observé, autour de 12 minutes de temps de déchiqueteuse. Si on va au contraire vers une non-optimisation, on va dire, en restant dans le statu quo en termes de débardage, mais on va vers une déchiqueteuse un peu plus puissante, eh bien, on gagne du temps car on a une déchiqueteuse beaucoup plus puissante, mais le coût de la déchiqueteuse fait que on a quand même un surcoût moindre que dans l'autre stratégie, mais autour de 38 euros. Donc, si en prenant ces données-là, on devait uniquement statuer d'un point de vue économique et d'un point de vue du temps, on pourrait dire bah, ce serait peut-être plus intéressant d'aller vers une déchiqueteuse plus puissante. Mais il y a quand même quelques remarques et critiques à observer sur ce genre de résultats-là. Slide suivante. C'est que déjà, en fonction de la parcelle et de la haie qu'on a à traiter, évidemment, il y a des chantiers qui ne peuvent pas ne pas être optimisés, ou voire même s'il y a du coup la reprise de coupe manuelle, etc. Enfin, en tout cas, il y a des chantiers qui seront forcément optimisés. Donc la question de ne pas optimiser pour prendre une meilleure déchiqueteuse, elle ne se pose pas. C'est au contraire, il sera nécessaire de le faire et du coup, ça permettra d'économiser du temps. Ensuite, l'autre cas qui se confronte en pratique, c'est que c'est quand même, enfin, il n'est pas donné à tout agriculteur ou agricultrice d'avoir le choix sur les déchiqueteuses qui sont utilisables. En général, on en a plutôt une et il faut l'utiliser.
Donc là, la question, du coup, se pose de manière différente. C'est prendre plus de temps. Enfin, dans tous les cas, on sera, euh, pardon, on sera face à la même déchiqueteuse et donc au même, et donc la question sera juste de louer plus ou moins le temps de la déchiqueteuse et donc la question d'optimiser, en tout cas, et de mieux débarder se pose d'une manière différente. Autre point là, un peu plus concernant les données en tant que telles et le travail. Vous avez vu, on est sur une trentaine de données. Donc, données qui sont intéressantes et permettant d'avoir quand même un premier rapport. Mais pour aller vers ce genre de conclusion-là, étant donné qu'il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte et qu'il faudra aller de manière un peu plus fine dans ces paramètres-là, donc un plus grand nombre de données serait intéressant et les campagnes de mesure seraient aussi, enfin, plus spécifiques, sera réalisées sur cette problématique bien précise. Par exemple, je n'en ai pas parlé, mais on n'a pas intégré la granulométrie pour l'instant dans nos données là. Paramètre qui a quand même son importance. Ou pareil, le fait de comparer deux chantiers mais qui ont des parcelles totalement différentes, une pentue, l'autre non pentue, ça c'est autre chose que l'on n'a pas fait apparaître et qui mériterait aussi d'être d'être étudié. Donc pour faire vraiment une vraie référence et se faire des vraies conclusions là-dessus. Et autre point aussi important, c'est que là on a regardé que les indicateurs économiques et de temps, mais il y a aussi bah, l'empreinte environnementale qui peut jouer dessus. Pareil, c'est pas aussi simple de statuer là-dessus, mais le gain sur le temps de rotor de la déchiqueteuse comparé au gain sur le matériel de débardage ou le surcoût pardon, en temps sur le matériel de débardage, à voir quel est environnementalement le meilleur, le plus intéressant, on va dire, entre ces deux stratégies-là. Et pareil, c'est difficile de statuer comme ça, et de manière simple, sans aller un peu plus dans le détail sur les données. Mais ce que l'on voulait quand même vous montrer avec ce projet-là et avec la petite question là qu'on a essayé de traiter ensemble, c'est que c'est qu'il y a des intérêts à potentiellement valider, enfin aller vers peut-être une optimisation en tout cas de la mise en tas plutôt que forcément la hausse de la puissance de la déchiqueteuse, qu'il y a des stratégies qui mériteraient d'être questionnées et donc d'être confrontées avec des valeurs et avec aussi du coup des retours terrain. Et c'est un petit peu une première pierre à l'édifice qu'on a essayé de faire en s'appuyant en plus sur les données du réseau F-France. Slide suivante. Parfait. Bah, on en est au cas des questions-réponses. Donc, si vous en avez, je vais pouvoir regarder, on va pouvoir regarder. Est-ce que Maxence, tu Oui, en as voilà. repéré certaines, Super. oui? Merci Mehdi. Donc effectivement, il y a eu pas mal d'échanges, enfin de questions posées sur le chat, enfin sur l'espace Q&R. Je vais essayer d'en reprendre, même si certaines ont été traitées déjà par Catherine pour des questions notamment de vocabulaire, sur ce qu'est une ragosse, sur ce qu'est un mètre Ah, cube apparent. Voilà. Donc, il y avait une question assez générale de Monsieur Gouillet là, qui se demandait globalement, quand tu évoquais la question de l'optimisation d'un chantier, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? En gros, c'est quoi les critères derrière l'optimisation d'un chantier tel que tu l'as présenté? ok. Ah, bah là, comme je disais, Olivier pourra vous montrer de manière plus concrète ce que c'est. Et concrètement, est-ce que le bois qui a été du coup abattu est orienté dans le même sens? Ou déjà, est-ce qu'il y a plusieurs tas vraiment éparpillés où il y a beaucoup moins de tas, mais beaucoup plus rassemblés? Ensuite, est-ce que tous les troncs ont été orientés dans le même sens, permettant une facilité pour la déchiqueteuse et la pince pour pouvoir enfin, agir? Dans quel sens elle a été orientée aussi? Est-ce qu'il faut que la décideuse fasse une autre manœuvre pour faire son travail ou non? Voilà, c'est tous ces petits détails-là qui permettent de bien séparer ce qui se passe entre vraiment optimiser ou non. Et en tout cas, de toute façon, Olivier pourra vous montrer vraiment ce qu'est un chantier optimisé avec sa présentation par la suite. Donc, voilà, vous les Mm. verrez par la suite. Alors ensuite, il y a pas mal de questions, je ne sais pas si on pourra tout traiter, mais question de Noémie Bataille, là, qui se demande si les haies étudiées avaient été, si on sait si les haies étudiées ont été plantées
gérées, ou si elles étaient là depuis longtemps. Enfin voilà, est-ce qu'on avait une typologie de haies particulière recensée dans le cadre de cette enquête? Ah, bonne question. En toute Mm, franchise, on n'a pas fait apparaître l'âge mm, de la haie sur sur notre quinte de recensement et c'est une bonne remarque. En tout cas, enfin, ça ne coûte pas plus de... faut voir, peut-être. Mais je considère que ça peut être intéressant en tout cas de l'ajouter pour les prochaines références, de demander du coup l'âge de la haie et depuis quand est-ce qu'elle est là. Après, est-ce que c'est une donnée facile à obtenir pour l'animateur qui vient ou la personne qui vient faire le suivi? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, oui, ça, je ne peux, on ne peut pas répondre maintenant, je m'en excuse. ouais. C'est pas un critère qu'on a retenu hein, clairement dans l'analyse. Mm. Euh, il y avait une question concernant donc, une éventuelle variation du coût liée à la présence de troncs plus ou moins tordus, plus ou moins bien calibrés. Est-ce que ça non plus, il me semble que ça n'a pas été un critère qui a été évalué dans les chantiers. Oui, Euh, le paramètre qu'on a utilisé, on va dire, pour séparer, c'était plutôt donc soit du coup, comme je l'ai dit, le débardage et donc la mise en tas, et aussi le diamètre, on va dire la proportion dans le bois qui a été déchiqueté, du coup la proportion du nombre de bois avec un certain type de diamètre par rapport à un autre, donc petite brindille ou vraiment des diamètres plus conséquents. Donc pour ce qui est de vraiment on va dire la forme des troncs, etc., ça c'est une donnée qu'on n'a pas fait apparaître non plus. Euh, je, Là, en tout cas, question se pose si c'est intéressant à faire apparaître. Non, je vous avoue, mais en tout cas là, on n'a pas des réponses là-dessus non plus et on excuse aussi pour une prochaine fois, certainement. ouais, on n'a pas pu effectivement aller sur tous ces détails. Mm. D'ailleurs, puis ce sera peut-être la dernière question, même s'il y en a d'autres qui arrivent. Euh, il y a donc Monsieur Lenouvel là, qui demande, est-ce que ce travail de collecte a vocation à continuer? Et si oui, sous quelle forme? Ouais. Qu'est-ce qu'on sait un peu dans les perspectives, comme, voilà, la mise à jour de ça? Mm. Très bien, très bien. Alors, en tout cas, avec les CUMA, enfin, pardon, les fédérations de CUMA avec lesquelles nous on a travaillé, donc certaines sont financées pour faire un bon suivi de du coup, ils sont en gros sur le fonds chaleur et donc ont des moyens pour pouvoir faire un suivi. Ce qu'on a essayé de faire là, c'était d'avoir un questionnaire plutôt simple à remplir sur le terrain, pas très utilisable. Mais comme je vous l'ai dit, il faut être présent pour pouvoir le faire avec un minima un jour, si ce n'est même un jour et demi pour faire la saisie. Donc, il y a certaines fédérations qui se sont positionnées comme étant aptes enfin, et volontaires pour continuer à faire cette saisie-là, avec une période, enfin, avec une temporalité, enfin, avec une fréquence que je vous ai annoncée hein, autour de tous les 5 ans, parce qu'après le reste, c'est un peu compliqué à faire vivre. Et par la suite, pour pouvoir le faire de manière un peu plus fréquente, enfin, il n'y a pas trop de solutions hormis soit aller retrouver, je dirais, un financement conséquent pour pouvoir faire ce travail beaucoup plus en détail. Mais du coup, est-ce que ça mériterait de faire ce travail-là tous les ans ou pas? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'au contraire, au vu des questions par exemple qui ont été posées, ce serait peut-être pas plus pertinent de mobiliser certains fonds pour aller un peu plus dans le détail et répondre à certaines questions pour que chacun puisse mieux adapter ses stratégies concernant la gestion du bois bocager. Donc vraiment la question est vraie. Dans tous les cas, bon, pour répondre, il y aura des acteurs qui sont capables de répondre tous les 5 ans. Entre les 5 ans, on fait avec des indicateurs et des indices et certains retours terrain pour pouvoir un peu calibrer nos références. Et pour l'instant, voilà où on en est en termes de vision. Ok, merci. Il y a d'autres questions et j'en suis désolé si on n'a pas pu répondre à tout, mais je parie que un certain nombre de réponses se trouveront dans la présentation qui vient. Mm. Donc j'invite Olivier Lepage donc, à nous rejoindre, enfin à allumer sa caméra, puisqu'il est déjà avec nous. Voilà, merci Olivier. Et puis, Et le son. et le son, et la parole est à toi. Bonjour, donc bonjour à tous. Donc Olivier Lepage moi je travaille à la SIC Mayenne Bois Énergie. Donc la SIC Mayenne Bois Énergie, c'est une, une coopérative
qui regroupe 120, 130 agriculteurs et qui livre 47 chaudières. Donc, on a maintenant un bon volume de bois et puis du coup des chantiers régulièrement, enfin tous les ans, et principalement des chantiers agricoles. Donc, l'objectif, c'est de participer à une filière locale. Donc, les agriculteurs, ils livrent le bois, ils livrent le bois sur des plateformes et ensuite ils arrivent sur des chaudières. Mais nos agriculteurs peuvent aussi consommer du bois pour eux, pour leur propre chaudière en bois à déchiqueter, aussi pour de la litière animale. Voilà. Et deuxième chose, c'est que j'ai aussi une autre casquette, c'est que je travaille aussi pour la CUMA de Septville sur quelques heures. Et donc, forcément, j'ai aussi les retours des chauffeurs, les retours des chiffres, toutes ces questions-là. Donc, je vais essayer, du coup, avec tout ça, avec les retours des agriculteurs, de vous faire une petite présentation sur quelles sont les questions qu'on doit se poser quand on est face à un chantier de valorisation de la haie, de récolte de bois. Je vais parler principalement d'échiquetage. Après, ça englobe toutes les formes. Voilà. Du coup, on peut avancer, j'imagine. Avance un tout petit peu, enfin n'importe quoi. Dans l'autre sens, la première slide, voilà. Là, c'est juste pour vous donner une idée du paysage chez nous, en fait. Là, vous avez vraiment une haie qui vient d'être faite. Elle est intéressante, cette photo. Elle est à Coudray, dans le sud de Mayenne, parce que vous voyez des têtards qui sont là vraiment, enfin, qui sont exploités en têtard. La haie du fond, c'est plus majorité CP. Sur cette première haie, vous voyez, par exemple, qu'il n'y avait pas de têtard. Ça veut dire aussi que les aujets, ils n'ont pas été touchés. On n'est bien pas dans cette exploitation-là. Et souvent, s'il y avait des CP d'arbres entre les têtards, bon là, c'est majorité têtard, mais en fait, ils auraient été exploités aussi. À noter aussi l'emplacement de la clôture. Là, on voit vraiment que c'est un agriculteur qui, par la suite, pense après sa récolte de bois, comment est-ce qu'il va entretenir entre les deux récoltes de bois. Et là, on est sur une révolution à peu près de 18 ans sur ce secteur-là. Voilà. Et vous voyez un peu les diamètres de coupe tous les 18 ans. On est sur du 20, 18 cm, 18-20 cm de diamètre des branches. Eh ben, on continue. Alors, moi, je vais vous parler d'abord du choix de la haie, tout simplement. Qu'est-ce qu'on choisit d'exploiter? De la préparation du chantier, le marquage qu'on peut faire, puis la partie abattage, la mise en tas, le déchiquetage, et ça induit forcément du transport parce qu'on ne déchiquete pas, on ne crache pas dans la parcelle. Et là, juste la petite photo qui illustre ça, c'est une repousse de têtard. Donc là, on est sur la commune de Saint-Pierre-la-Cour. On est 5 ans, 6 ans après exploitation du têtard. Donc on est vraiment sur une dynamique de pousse qui est, ben, voilà, on voit vraiment que là, le fait d'avoir coupé, ben, on a une biomasse qui est en pleine activité, quoi. Alors, pour choisir la haie. Donc dans le choix de la haie, en fait, l'idée, c'est de prendre des tronçons entiers. Alors, quand je parle des tronçons entiers, par exemple, là, vous avez une carte d'une exploitation agricole avec un plan de gestion, un PGDH, où on a mis les urgences de coupe. Pour vous donner une échelle, le tronçon numéro 7, il fait 120 mètres. Voilà. Mais l'idée, c'est de prendre des tronçons entiers. Donc, si c'est un peu plus long, ça sera un peu plus long. Si c'est un peu plus, enfin, on verra. En tout cas, d'avoir quelque chose d'homogène dans la haie. Et puis surtout, on la prend dans la même, comment on va dire, dans sa même phase, c'est-à-dire si elle est mûre, il faut qu'on englobe, faut qu'on réfléchisse à l'échelle de la haie. Et donc, sur tout ce tronçon-là, ce qui va pouvoir être exploité sera exploité. Ça va permettre aussi de ramener de la lumière suffisamment à la haie pour pouvoir avoir une meilleure repousse derrière, parce qu'on parle bien de bois énergie, des CP et des têtards, des arbustes aussi, quand ils sont exploités. Et puis, en fait, on optimise aussi le chantier, parce qu'on ne fait pas du prélèvement et on ne se déplace pas trop. Donc, vous allez voir ça après. Et puis surtout, non, alors je veux bien, voilà, j'ai continué là-dessus. Les diamètres, c'est très important. J'ai été des fois appelé pour des haies. Ben voilà, j'ai deux branches, enfin, j'ai ma haie me gêne pour faire mon maïs, il faut l'exploiter. Et quand on arrive, on se dit non, non, faut arrêter. Il y a deux branches qui te gênent, ça justifie pas un chantier d'une exploitation entière. Donc, on regarde si vraiment les diamètres sont mûrs, en fait, si vraiment on est sur ces diamètres-là. C'est pour ça que dans l'enquête, d'ailleurs, vous retrouvez beaucoup ces diamètres-là, parce que ce sont ceux-là, en fait, qui sont exploitables.
Et puis, effectivement, on exploite bien les CP et les têtards, mais en entier. Alors, après, avec ou tire-sève, ça, c'est encore autre chose, mais on est bien, on n'est pas sur des récoltes faites au lamier, ça, c'est clair. Et puis, dernière suggestion, eh ben, quand vous avez un outil PGDH comme ça, vous pouvez le croiser avec votre assolement. C'est pas toujours évident parce que la météo, des fois, elle vient perturber tout ça. Mais dans l'idée, c'est de travailler sur du terrain dur. Voilà. Ça, on gagne aussi du temps de déplacement, toutes ces choses-là. Là, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Alors, je remets cette slide-là. On a fait beaucoup des fois de moi, j'anime des groupes d'agri où, à la fin de la saison, chacun amène ses volumes de bois qu'ils ont produits dans l'année avec les idées de leur coût de chantier. Et, et finalement, un des premiers conseils, eh ben, non, c'est on se dégage l'accès. Il faut vraiment libérer tous les accès au bois pour qu'on ait vraiment une bonne vue. Les bois qui sont à couper, ben, il faut qu'on puisse aller au pied, que ce soit manuel ou mécanique, l'abattage, et puis surtout, on sécurise tout le travail. Donc voilà, alors la broyeuse, là, elle passe, le broyeur d'accotement. Il ne s'agit pas de passer sur les lignes, il s'agit de sécuriser le travail. En plus, dans cette étape-là, il faut vraiment repérer tout ce qui est contrainte, les fils, le téléphone, les fibres, les réseaux, tout ce que vous pouvez avoir. Et puis réfléchir, on réfléchit tout de suite aux accès, par où je vais faire venir, s'il y a une pelle abatteuse qui vient, où est-ce que je la fais descendre. Voilà, toutes ces choses-là. Et puis, une question que moi je pose toujours, c'est qu'est-ce que vous voulez y consacrer comme temps? Et est-ce qu'il y a des choses que vous voulez déléguer? Voilà. On n'est pas obligé de faire appel à une abatteuse tout le temps non plus, mais on peut aussi faire appel à des élagueurs. Ça existe aussi. On essaye, nous, de travailler avec des élagueurs pour les mettre dans le coup si besoin. Alors, on continue. On continue sur la slide d'après qui a, ah voilà, le marquage. Alors, c'est pas le jour du chantier, c'est pas le jour de l'abattage qu'on réfléchit, qu'est-ce qu'on coupe? On identifie ce qu'on veut garder. Alors, ce que je garde, j'écris en dessous, c'est en fait, on prépare la haie de demain, c'est-à-dire tous les jeunes arbres, et vous les marquez. C'est pas, ah bah celui-là, il est petit, je vais pas le couper. Non, non, vous le marquez, vous le repérez. Parce qu'en fait, quand vous êtes à l'abattage, eh ben, ça va vite, et des fois, ah mince, bah celui-là, je voulais pas l'enlever. Et puis, ben, nous, on marque aussi les arbres remarquables, enfin, on les marque, on les repère au moins, sur tout ce qui est essence lente, patrimoniale, et puis les arbres creux. Euh, dans les conseils pratico-pratiques, vous utilisez une bombe forestière qui résiste à l'eau. Et puis, vous faites des marquages visibles. Et puis, surtout pour les chantiers d'abattage mécanique, l'opérateur, il voit la haie à sa gauche. Vous allez voir tout à l'heure une machine. Eh bien, si vous faites un marquage qui n'est pas vu par l'opérateur, eh ben, c'est ballot parce que votre marquage, il se retrouve dans le tas de bois. Et puis, vous expliquez vos marquages. Il n'y a pas de règles définitives. Alors, nous, là, les chauffeurs mais en Mayenne, ont demandé, on réfléchit un peu à un marquage possible. C'est pour ça que vous avez les trois marquages là sur la photo en orange. Donc, quand nous, on met un T, eh ben, le T, ça veut dire que là, l'opérateur va faire un tétard. Quand c'est un trait vertical, eh ben, l'opérateur va conserver ce bois-là. Alors là, c'est vraiment un exemple de marquage, hein, c'est juste pour vous montrer. Et une croix, c'est quand vraiment il faut supprimer parce qu'il y a un problème sanitaire, ça peut être ça, hein. Moi, j'en ai mis une croix avant-hier sur un merisier qu'on trouvait super beau, sauf quand on s'est approché de lui, on a vu qu'en fait, il avait eu des coups de débroussailleuse côté route, et puis ben, il menaçait de tomber. Euh, on fait des fois des marquages avec des feuilles. Bah oui, ça nous arrive tout simplement parce que comme on fait, on anticipe tout. Eh ben, on voit la haie, mais elle est encore en feuille et c'est pas évident à faire. Par contre, c'est surtout pas évident de repérer ses propres marquages. Donc là, l'astuce, c'est de mettre un petit signal en dehors du feuillage. Alors, il faut réfléchir, par contre, à avoir des choses qui se dégradent parce que j'ai peur qu'on oublie de l'enlever. Et là, vous avez un autre marquage. Alors, en vert, il n'est pas top. Et en plus, il a été placé du mauvais côté de la haie, donc l'opérateur ne pouvait pas le voir. Donc, je l'ai remarqué autrement. Et en fait, c'est BO, bois d'œuvre, et 4 mètres. Ça veut dire que là, ici, on va tirer une bûche, enfin, pas une bûche, mais un billon de 4 mètres en merisier, ici, sur cet arbre-là. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Alors, abattage mécanisé, donc il y avait des questions sur qu'est-ce que c'est que des abattages mécanisés. Eh bien, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup, enfin, oui, on a du retard de coupe. Ici, vous avez des têtards avec des diamètres assez conséquents quand même.
Donc, ça se fait à la main, mais c'est quand même dangereux. Et donc, ces outils-là ont été pensés pour aller chercher ces arbres-là. Donc là, vous avez la Cuma de Sebville qui teste cette machine-là depuis 2 ans. Donc, c'est une pelle à chenilles et la tête qui est utilisée ici, c'est une tête Gilbert, donc à disque, c'est la photo du bas. Vous avez un disque avec un rotor et en fait, on vient prélever la branche. Voilà. Et sinon, vous avez d'autres têtes qui existent, une tête sécateur en haut et une tête tronçonneuse au milieu. Voilà. Donc là, le sujet, c'est pas de dire comment, quel travail, quel type de travail de les comparer entre elles. Voilà. En Mayenne, le choix a été fait de la jaune, là, la tête à disque. On va pouvoir passer. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de vous dire, dans ces chantiers-là, suivant l'outil que vous avez, hein, eh ben, en fait, c'est quoi la part de l'agriculteur pour optimiser son chantier ou la part de l'opérateur. L'agriculteur, lui, il va pouvoir optimiser ses chantiers mécanisés en réfléchissant au déplacement que la machine va faire. Il faut penser que la machine, comme l'opérateur voit toujours la haie à sa gauche, ça veut dire que dans la parcelle, elle avance dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que vous réfléchissez, il faut qu'elle aille là d'abord, ensuite qu'elle aille là. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'utilise le plan de gestion, moi et mes collègues. Donc, on veut faire ça, c'est la haie principale qu'on veut faire. Par contre, on va réfléchir quand la machine va rentrer, elle va peut-être pas rentrer à vide, elle va peut-être rentrer en passant par une autre haie pour faire, par exemple, du prélèvement de tire-sève qu'on aurait laissé 2 ou 3 ans avant. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui me permettent d'optimiser la machine. Et puis effectivement, avoir un volume de bois correct. Souvent, ces machines-là ont un forfait d'installation. Et ben effectivement, si vous avez un petit chantier, votre forfait d'installation, il prend une grosse part dans le coût de production. Et bon, ici, on sait qu'il faut minimum 30 tonnes. Alors, excusez-moi, je parle en tonnes, moi beaucoup. Donc 30 tonnes, ça fait du 90 mètres cubes. Avec 30 tonnes, on a déjà écrasé une grosse partie du forfait installation. L'opérateur, lui, c'est aussi entre ses mains. L'opérateur, il va limiter le nombre de tas en utilisant la longueur de son bras. C'est-à-dire qu'il y a des chauffeurs qui me décrivent, de temps en temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent, dans la mesure du possible, c'est pas toujours évident, de commencer à couper en fait, et de faire le tas pour qu'ils soient les plus éloignés en fait, les uns des autres, de manière à ce que la déchiqueteuse, derrière, elle ait moins aussi de manœuvres à faire, de repli de tapis ou d'arrêt du rotor. Alors, on parlait à un moment, il y avait une question sur les fourches. Donc oui, effectivement, alors, en Mayenne, les chauffeurs de la pelle, et d'ailleurs dans d'autres climats aussi, hein, c'est comme ça, sont souvent des chauffeurs aussi de déchiqueteuses. Donc ils savent bien le tas qu'ils ont envie d'avoir derrière. Et donc, quand on a des grosses fourches, surtout, par exemple, quand vous avez vu tout à l'heure le chantier d'avant, c'était un tétard avec des fourches, et ben, de temps en temps, ils donnent un coup de lame pour éliminer ou au moins l'entamer. L'affûtage régulier, ça participe aussi au rendement. Voilà, c'est tout bête. Et puis, quand le tas est fait, on pense tout de suite aux accès pour les bennes, les tracteurs et la déchiqueteuse. On va pouvoir regarder la slide d'après. Voilà. Alors, un bois, ça se coupe toujours 2 fois, que ça soit un abattage mécanique, un abattage manuel. Et c'est important parce qu'en fait, on prépare la haie de demain. Quand on fait de la taille de CP, eh bien, quand on rabaisse la coupe, on sait qu'on a un meilleur démarrage et en fait, on va avoir beaucoup moins de pertes dans les brins. Donc, on améliore la productivité. Et pour les têtards, comme la photo là, la grande photo, eh ben, en fait, on va aussi augmenter la productivité, mais surtout, on va rendre possible la mécanisation dans 15 ans ou 18 ans. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a à cœur parce que si vous ne faites pas les choses bien aujourd'hui, eh ben, c'est le copain qui prend les parcelles derrière vous qui va retrouver les conséquences. Euh, et puis, ça, toutes ces reprises-là, c'est une étape qui est très importante dans le cadre de la gestion durable. Donc, ce qu'il faut, c'est bien adapter la taille de son chantier avec la capacité de reprise. Ce que je veux dire, c'est que nous, on conseille toujours aux agriculteurs de ne pas être trop ambitieux sur leur chantier, parfois, parce que toutes les reprises de coupe, il ne faut pas caler. Et c'est souvent l'étape à laquelle on cale. Euh, oui, suggestion en abattage manuel pour les CP. On fait d'abord tomber les bois et ensuite on reprend ses coupes. Comme ça, on a une tronçonneuse qui risque pas de toucher la terre et puis de ne pas se désaffûter. On peut prendre la slide d'après.
Ah, la mise en tas. Alors, bon, bah, quand on est en abattage mécanique, vous avez vu, on a moins de main sur la mise en tas. Par contre, en abattage manuel, et ben là, effectivement, plus le tas est, enfin, là, on a la main en fait, donc on peut y aller pour faire quelque chose de correct. Donc surtout, on n'emmêle pas les bois. On met tous les gros diamètres du même côté et puis ben, on défourche toujours la même idée euh, comme tout à l'heure avec la batteuse, de manière à ce qu'il y ait toujours des bois filants au niveau de la déchiqueteuse, qui est toujours en fait du bois dans le rotor. Et surtout prévoir les dégagements. Alors j'aime beaucoup le tas d'à côté. Je ne sais pas, est-ce que le tas d'à côté, connaissant les chauffeurs de la déchiqueteuse, il a dû avoir des grosses remarques. Alors déjà, en plus, il y a du tas complètement emmêlé, on ne sait pas trop. Là, en plus, on voit est-ce qu'il y a un peu de terre ou autre. Il y a la file électrique qui est juste en face. Bon, là, clairement, ben, vous avez des heures de déchiqueteuse. Là, le rotor, il tourne pour rien. Voilà, concrètement, ça, c'est des tas où on perd de l'argent. On peut continuer. Moi, ce que je vous invite, c'est que sur les différentes, je parle pour les CUMA, hein, souvent sur les sites des CUMA qui organisent du déchiquetage, vous avez des conseils. Donc là, par exemple, vous avez les conseils qui sont donnés sur le site internet de la CEPVille. Donc, aligner les branches par la base, laisser des branches entières sans les débiter, entailler des fourches sans les couper, poser la base des troncs et des branches côté déchiqueteuse, diamètre moyen des troncs, alors 15-20 cm, c'est des chantiers optimum, 30 cm, c'est optimum. Après, au-delà, en fait, on ne gagne pas en rendement. Veiller à la hauteur d'état. Bon, là, ici, c'est 2 mètres. Il y a des machines qui vont plus haut, hein. C'est pas... Là, on est sur des bibeurs. Surtout, ne pas entremêler les branches. Et alors, pour nous, c'est pas de présence d'impureté. Ce qu'on fait, tout ce qui est terre, pierre, piquet de clôture, la déchiqueteuse n'aime pas du tout. Donc, ça veut dire qu'on ne traîne pas les bois et on compte les doigts de fourche quand on organise l'état. Parce que ça, s'il y a un bris machine pour absorption de corps étrangers, c'est la responsabilité de l'adhérent. Et ça peut coûter cher. Et confectionner votre tas au fur et à mesure, la déchiqueteuse commencera par les derniers bois posés et finira par les premiers. Alors, c'est pas évident à comprendre, mais c'est en fait l'opérateur va défaire votre tas. Et puis surtout, bah, vous pensez à avoir suffisamment d'espace. La benne est placée à 6 mètres du tas de bois. Donc, il faut prévoir assez de dégagement pour tout ça. Voilà, on peut passer à la suite. Quand on aura fait ça, déjà, on aura un chantier qui sera pas mal. Ça fait qu'on normalement va avoir un chantier où le rendement de la déchiqueteuse va être optimum. Il va varier suivant la grille qui va être mise pour les déchiqueteuses. Là, vous avez les grilles qui sont devant le tracteur, là, devant le Valtra. Et puis ces grilles-là, bah, effectivement, par exemple, nous, on met beaucoup de G50 pour les agriculteurs qui font de la litière. Voilà, et G30 pour ceux qui sont en chaudière pour salle de traite ou des choses comme ça. Et puis bah, G30 aussi pour la filière bois sec chez nous. Bref, ça veut dire que pour calculer le nombre de bennes, vous faites comme vos chantiers d'ensilage. 2 bennes minimum sont nécessaires bah, pour forcément faire des rotations. Et après, vous ajustez. Est-ce qu'il faut une troisième ou une quatrième en fonction de l'éloignement? Vous vous dites que la benne, alors la benne rouge, là, elle n'est pas montée en ensilage. Vous avez vu, elle a des petites rehausses. Si vous lui mettez les grandes rehausses, elle fera à peu près 30 mètres cubes. Bon, bah, un rendement de 60 mètres cubes, ça veut dire qu'en 30 minutes, elle est pleine. Ça veut dire que l'autre, il faut qu'elle soit déjà là. Donc, bah, vous faites vos calculs en fonction du rendement de la déchiqueteuse, de la capacité de vos bennes que vous avez, l'éloignement, les contraintes des routes et les accès, les pesées. C'est tout bête, mais nous, on aime bien l'étiquette pesée bah, pour des ventes. Quand vous faites de la vente, et ben, il faut prendre ce temps-là comment on appelle ça, en compte. Et la dernière slide, on va pouvoir la voir, c'est juste un peu en guise de conclusion. Alors, nous, on considère que c'est important pour l'agriculteur de connaître les coûts, de voir des idées, en fait, des idées de chantier. Alors souvent, l'agriculteur, son premier chantier, bah forcément, il découvre, mais très vite, ils vont se faire leurs propres repères, ne serait-ce en termes de production sur la haie, en termes de rendement et d'accès, enfin, toutes ces choses-là. Tout ce qui fait qu'on optimise un chantier. Et après, on optimise un chantier. Ça veut dire qu'on va faire avec les contraintes qu'on va avoir. C'est-à-dire nous, on va aller exploiter tous les types de haies. Donc, il y a peut-être des haies où, effectivement, on va avoir un peu moins de rendement parce qu'on a des plus petits diamètres ou autres, parce qu'on a d'autres contraintes. Quand vous êtes sur un bocage à orme peu poussant avec de la graphiose, bah, il y a un moment, il faut quand même y aller, même si on a des faibles diamètres. Voilà. Mais au moins, on connaît la chose. La connaissance des coûts, ça permet aussi de choisir des itinéraires techniques et en fonction des contraintes. Euh, Nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est réactualiser régulièrement
parce qu'en fait, en fonction des carburants, des coûts main-d'œuvre et surtout l'investissement du matériel et des rendements machines, en fait, on est sans arrêt en train de réajuster nos repères. Et puis, ce qui est vrai chez moi n'est pas forcément chez vous, parce que les territoires sont différents en fonction des outils et des acteurs disponibles. Par contre, ce qui est super important pour un pays, c'est que pour développer une filière, en fait, effectivement, il faut avoir accès à ces outils-là. Juste deux petites observations. Il y en a qui avaient posé des questions dans le chat, là. Effectivement, vous voyez, dès que vous avez des petits diamètres ou un tas mal disposé, en fait, vous pouvez impacter très vite votre coût, votre coût au mètre cube de la déchiqueteuse. Hein, ça veut dire, on peut passer de 4 euros le mètre cube à 14 euros le mètre cube. Alors, après, c'est pas catastrophique si ça arrive de temps en temps quand on a, par exemple, on fait du bois bûche et on a un petit tas qui nous reste en faible diamètre. On le sait. Et vaut mieux mettre ça dans la déchiqueteuse et payer un peu plus cher plutôt que de mettre le feu. Et puis, deuxième exemple, là, quand je vous parlais du volume d'un chantier, bah oui, si on a des trop petits chantiers et qu'on veut faire venir une machine, bah oui, mais il faut réfléchir dans le sens où c'est un choix qu'on peut faire. Mais ça veut dire que le forfait, il va nous faire. On va avoir un coût peut-être de mécanisation de l'ordre de 22 euros la tonne, alors que si on avait couplé avec un autre chantier sur une autre haie, eh ben, on tomberait tout de suite à 15 euros la tonne. Voilà, bon, ce sont des exemples de réflexion. Et après, l'essentiel, c'est d'avoir les arguments et puis les choses pour décider. Voilà. J'ai fini ma présentation pour vous présenter comment est-ce qu'on peut appréhender une haie et un chantier. Oui, merci beaucoup Olivier. Il y a eu beaucoup de questions, on a essayé d'en répondre à certaines. Alors, il y avait plusieurs questions qui se rejoignaient concernant les différents types de régions, les différents types de sols, de climat. Tu as en partie répondu hein, en direct à ça, mais on se demande, voilà. Ça a une influence forcément sur la rentabilité. Vous pouvez observer ça aussi sur rien que votre territoire. Donc, si on prend du recul à l'échelle de la France, ce serait également le cas. Euh, à partir de quel linéaire un chantier est-il rentable? C'est la question qu'on entend souvent et la réponse, c'est que c'est variable, mais peut-être tu peux nous repréciser un peu les critères hein, qu'il faut avoir en tête. Alors, c'est vrai que nous, oui, moi je raisonne souvent à la tonne, donc je me dis qu'un chantier de 40 tonnes, c'est bien, enfin minimum 40 tonnes en fait. Et 40 tonnes chez nous, on oscille entre 16 à 20 tonnes au 100 mètres de production. Ça veut dire 40 tonnes, vous pouvez l'avoir sur 200, 300 mètres de haie, vous pouvez avoir ça. Ça veut dire effectivement sur un plan de gestion, ça peut être un tronçon ou deux tronçons suivant les accès, quoi. Oui, d'accord. Il y avait une autre question concernant quelle était la période d'intervention pour vos chantiers de coupe. Est-ce que c'est toujours hors sève? Comment vous faites? Alors, il y a la réglementation, mais est-ce que là-dedans, vous avez des priorités ou est-ce que vous prenez toute la plage permise dans le cadre de la réglementation? Alors, on aime bien travailler hors feuilles. Donc, une fois que les feuilles sont tombées, c'est là qu'on est plus à l'aise pour faire les chantiers. On a exceptionnellement les parcelles vraiment humides. Là, concrètement, nous, on a beaucoup de parcelles. En gros, si vous n'y êtes pas allé avant le 1er novembre, c'est fini. En fait, vous n'y retournez pas avant juillet. Nous, on a les parcelles humides, c'est comme ça. Donc, se pose cette question-là. Et aujourd'hui, on commence à avoir des itinéraires techniques pour CLA. Moi, à titre personnel, effectivement, j'ai beaucoup fait des chantiers fin d'été parce que je ne peux pas accéder à mes parcelles. Par contre, ce que je fais dans ces cas-là, c'est qu'on peut mettre, si ça vous arrive, si vous devez faire ça, vous pouvez mettre un troupeau de vaches ou des genisses à manger les feuilles. C'est beaucoup mieux pour la qualité plaquette derrière et puis ça fait un apport de fourrage. Mais non, on privilégie vraiment les périodes d'hiver. Ok. Euh, est-ce que parfois, dans vos exemples, vous avez des reprises de coupe qui sont faites par les agriculteurs ou est-ce que vous arrivez toujours avec un chantier clé en main, si je puis dire, avec toutes les prestations pour un Ouais. chantier durable? Alors moi, mon travail n'est pas de faire des chantiers. Moi, je fais que du conseil. Donc en fait, l'ensemble du chantier, l'objectif, c'est que l'agriculteur soit autonome dans son chantier.
Et les reprises de coupe, jusqu'à présent, sont faites essentiellement par les agriculteurs eux-mêmes. Hein. Et nous, c'est ce qu'on demande, vu qu'on demande qu'ils soient après dans le référentiel, enfin, qu'ils respectent le référentiel label E. Donc, en fait, nous, on vérifie le boulot qui est fait. Après, on a une grosse réflexion sur comment est-ce qu'on peut accompagner les agriculteurs qui ont des problèmes, enfin, c'est pas des problèmes, c'est juste simplement trouver des solutions de main-d'œuvre pour pouvoir avoir effectivement peut-être l'intervention d'un élagueur, d'un bûcheron qui ferait les reprises de coupe. Donc là, on commence à avoir plus de volume de chantier, mais c'est très récent. Et il y a des secteurs en Mayenne où ça fait 2, 3 ans déjà que les agriculteurs font appel à des élagueurs. Mais là, c'est en train de se démocratiser, mais jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup de recul sur l'intervention d'une main-d'œuvre extérieure pour nos chantiers. Hein, je parle pour nos chantiers. Hmm. Et par rapport au rendement d'un chantier, est-ce que donc il y a potentiellement des différences hein, en fonction des types, des parcelles et des secteurs. Et donc en fonction du rendement du chantier, est-ce que le paiement à l'agriculteur pour le bois prélevé est différent ou bien c'est un forfait par intervention? Quel est votre système économique par Non, rapport à ça? nous, on paye le bois arrivé plateforme. D'accord. Voilà, donc il est de 62 euros tonne arrivé plateforme. Et par contre, c'est d'où, enfin, tout l'intérêt des suivis des chantiers qu'on fait avec les agriculteurs, c'est de se dire, bah, si faut que toi tu t'y retrouves. Donc ça veut dire effectivement bah, tel volume. Enfin, nous quand on nous présente, c'est pour ça. Si un agriculteur me présente une haie avec des faibles diamètres, je dis pourquoi tu veux la faire en fait cette haie-là parce elle est pas arrivée, elle n'est pas à maturité. Donc je vois pas ce que tu vas perdre comme temps à aller faire cette haie-là. Voilà. Ok, alors encore deux petites questions. Il y avait une question plutôt technique. Est-ce qu'il y a un coût d'utilisation supérieur pour un feller buncher par rapport à une pince sécateur? Tu évoquais le Alors matériel que vous aviez. Est-ce que c'est pas facile à répondre, j'imagine. non, alors c'est pas facile. Ouais. C'est, euh, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte, c'est que moi les retours que j'avais sur des pinces sécateurs, en fait l'Acuma s'est beaucoup posé la question quel outil prendre, quel outil avoir. Et puis, en fait, euh, les pinces sécateurs, quand on regardait les coûts, effectivement, on était moins cher à la tonne. Sauf que c'est tout bête, hein, mais aujourd'hui, vous refaites le coût de ces chantiers-là, et ben, vous avez de la main-d'œuvre qui a augmenté, vous avez, en fait, il faudrait les refaire à euros constants. Enfin, je ne sais pas trop si je me fais bien comprendre, Mhm. mais nos chantiers qu'on est en train de faire aujourd'hui, on les compare avec des chantiers qu'on avait étudiés il y a 4, 5 ans sur des ETA. Et en fait, on sait qu'aujourd'hui, l'ETA va déjà plus pratiquer les mêmes prix, tout Mhm. simplement. Et donc, il y a ça, c'est la première chose. Et puis après, ce qu'on essaie de mettre aussi, c'est on voulait voir s'il y avait une cohérence avec le chantier de déchiquetage par la suite. Parce qu'on s'est retrouvé dans beaucoup de cas où, en fait, il y avait un coût, par exemple, un coût de l'heure pour des machines abatteuses donne pas le rendement de la machine et puis surtout ne donne pas le prix à la tonne. Quand vous avez une pelle sécateur qui n'arrive pas à descendre sa coupe, ou enfin, en fait, on a eu des coûts de déchiquetage qui étaient supérieurs suite à des machines. Enfin, voilà, on a de tout en fait. On a de Mhm. tout. Voilà, je Ok. pourrais vous redire. Là, la machine que vous avez vue là, en moyenne, on est quand même de l'ordre de 14 tonnes à l'heure produite. Et puis effectivement, dans les coûts, en coût d'abattage, ça veut dire, en gros, on est à 15, si je dis 15 euros tonne, on le dépasse rarement. Voilà. Et Mhm. on est plutôt à 13 euros tonne. Après, ça dépend des chantiers, mais surtout, nous, notre conseil, le conseil que j'ai donné sur la préparation de chantier, il faut que l'opérateur voit les bois. Plus il va voir ce qu'il fait, ça veut dire la clôture qui est vraiment déposée, et ben plus on va aller vite. C'est surtout ça qui influe le prix. Ok. Oui, c'est intéressant d'ailleurs, une question très technique. Pourquoi l'opérateur voit la haie sur sa gauche? Tu l'as cité plusieurs fois. Mhm. Parce que la cabine est sur la gauche de la machine. Mhm. Tout simplement. Ok. Et la Euh, déchiqueteuse fait ça aussi. Hein. La déchiqueteuse, elle tourne toujours aussi dans le sens des aiguilles d'une montre dans la parcelle. Voilà. ok. Eh ben, super. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors, ouais, il y a pas mal de questions sur
qui paye, mais tu peux peut-être essayer d'y répondre dans l'espace questions-réponses. Mais je vais donner la parole maintenant à la prochaine intervention. Si je veux, alors juste parce que je vois une Oui, question. Effectivement, oui, nous, tu ça peux nous répondre. intéresse comme de travailler avec des élagueurs pour les reprises de coupe, parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi de voir comment, enfin, qu'est-ce que ça coûte en fait à la tonne, parce qu'on n'a pas assez de retours sur ça. Et là, on remercie le département de la Mayenne parce qu'ils ont mis en place une aide pour les reprises têtards. Et ça fait qu'on a des agriculteurs qui ont fait les essais. Et en fait, là, on commence à avoir des chiffres de reprise de coupe et c'est pas déconnant, en fait, par rapport au prix après d'achat du bois, quoi. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut voir de près parce que on va sur sur une ferme, on peut pas être partout. Donc, il va falloir aussi déléguer des choses. Voilà. Ok, merci. Euh, Merci beaucoup, Olivier. Catherine, la parole est à toi pour la dernière partie. Merci. Donc, j'espère que ça va répondre à un certain nombre de questions qu'on a vues passer sur bien les rentabilités ou les ateliers à l'échelle d'une exploitation agricole. Parce qu'effectivement, là, on nous a présenté que des coûts de chantier depuis la coupe. Alors, quand on dit abattage, ça comprend tous les types de gestion qu'il va y avoir, recépage, prélèvement, étêtage. Et donc, comment ça va, voilà, ces coûts-là, donc, qui va depuis la coupe jusqu'à la valorisation. Alors là, pour l'instant, on n'est que sur le bois déchiqueté. Donc, vous avez certains posé la question, est-ce qu'on a d'autres références sur tout ce qui est bois bûche et bois d'œuvre? Donc, pour l'instant, on n'en a pas. Ça fait partie des objectifs. On en a discuté justement avec la FNCUMA de pouvoir poursuivre des travaux autour de ces éléments-là. Mais pour l'instant, on s'était concentré. C'est déjà un énorme travail hein, de collecter de la donnée et de la traiter. Donc l'idée là de ma présentation, ça va être de vous montrer comment on décline ces éléments-là dans des résultats à des échelles plus grandes. Donc depuis la parcelle, pour essayer de travailler sur des rentabilités, on va dire comment la haie s'intègre dans la valorisation de la parcelle, et puis jusque à la filière. Si tu veux passer la diapo. Donc voilà, donc on a travaillé au niveau de Réseau et France différents outils de modélisation. Donc là, je vais vous les présenter, mais pas dans le détail, c'est plus pour vous donner à voir tout ce qui existe. Les liens seront présents sur le webinaire et dans notre présentation, sachant qu'ils vont devoir être mis à jour avec ces données actualisées qui viennent d'être faites donc avec la FNQMA. Donc les données qui sont aujourd'hui présentées là dans le webinaire vont être revues et actualisées avec les données des coûts de chantier. Donc, on a plusieurs types d'outils. Donc, depuis des outils à la parcelle qui sont en fait issus d'un travail qui a été fait dans le cadre du projet RESPE, des outils à l'échelle de l'exploitation agricole et des outils, donc, on va voir sur la valorisation du bois. Donc à l'échelle de la parcelle, donc c'est un outil de modélisation qui a été travaillé par Chambre d'agriculture de Normandie et le cabinet Agrouf sur donc le lien entre la place de la haie dans la parcelle, l'impact sur les rendements et donc suivant l'état de la haie, la marge brute que l'on peut avoir à l'échelle de la parcelle. Donc cet outil, donc, il est accessible, hein. Donc bien sûr, dedans, il y a des référentiels qui sont rentrés, et en particulier le référentiel du coût de chantier, donc on va pouvoir mettre à jour. Donc on a commencé donc à nous travailler des différents modèles d'influence climatique de la haie, suivant la taille de la parcelle, suivant le type de haie et suivant les types d'interventions qui pouvaient être faites depuis une intervention dit gestion durable, en partant donc d'une parcelle sans haie. Et à chaque fois, on compare la place que va occuper la haie dans la parcelle, donc par rapport à la surface cultivée, donc, et ce que ça va avoir comme effet sur les rendements, mais aussi donc du coup au bout du bout sur l'atelier économique à l'échelle de la parcelle, donc en production de biomasse et coût d'intervention et marge brute. L'idée, c'est pas de présenter les résultats, c'est plus de vous présenter les types d'outils qui vont utiliser les référentiels qui ont été présentés. Donc, rapidement, la diapo suivante. Donc voilà, on en arrive à ce genre de présentation qui va être complétée et harmonisée là aujourd'hui.
une parcelle avec des haies entretenues en entretien d'emprise qu'on contient au gabarit sur le bord de la parcelle par rapport donc à une haie en gestion durable. Donc où on va lui laisser un port beaucoup plus libre pour venir la gérer suivant le cycle de gestion de la région dans laquelle on est, donc de manière régulière à 15, 20 ou 30 ans. Et donc, bien sûr, hein, suivant le cycle de gestion, donc ça c'est dans les simulations qu'on peut faire, eh bien forcément les marges seront différentes. Donc voilà le type de valorisation qu'on va pouvoir avoir à l'échelle de la parcelle. Ensuite, donc, on va regarder plutôt à l'échelle des ateliers pour les exploitations agricoles, pour fournir des outils pour permettre des aides à la décision. Donc, par exemple, ça, c'est une éteinte qu'on a construit autour de la litière plaquette. Donc, pour essayer de voir par rapport aux gens qui souhaiteraient mettre en place ce type de valorisation dans leurs cheptels, eh bien, c'est de voir à quel moment ça devient rentable ou pas de pouvoir valoriser donc de la litière plaquette à la place de la paille. Donc ça va bien sûr être dépendant du coût de production de ce bois, du linéaire qu'on a et du coût de la paille. Donc on va bien sûr rentrer ces éléments de référentiel dans cet outil qui est mis à disposition. Mais voilà, on peut aussi rentrer ses propres coûts. Nous, on rentre un coût, on va dire, moyen qui peut être adapté. Mais donc ça, voilà, ça permet de pouvoir faire des simulations quand on travaille avec des exploitants ou des exploitants eux-mêmes pour savoir s'il est intéressant à la taille de mon exploitation, suivant le linéaire de haies que j'ai, suivant le coût de la paille, et ce coût, il peut être très variable d'une région à l'autre, suivant si on est proche d'une production céréalière. Eh bien voilà, si c'est intéressant, économiquement au moins, au-delà de la problématique sanitaire ou bien-être animal, d'utiliser donc de la litière plaquette. Puisque bien entendu, utiliser la litière, ça demande aussi de maîtriser d'autres questions techniques. Donc ensuite, eh bien, ça nous a permis aussi de faire des simulations pour vérifier l'intérêt du bonus E, parce que effectivement, le bonus E qui est porté par la politique agricole commune est dépendant de deux obligations. La première, c'est d'avoir un linéaire de haies minimum, donc qui est 6% de haies dans l'exploitation, avec une équivalence de 20 mètres de large pour les haies. Et puis d'autre part, donc, d'avoir la certification Label E. Donc en fait, la certification Label E introduit l'enjeu de la gestion durable. Donc eh bien, quand on fait ces calculs, nous, on va introduire dans les modélisations les coûts de gestion. Donc là, ces éléments-là ont été publiés et permet de voir à quelle taille d'exploitation le bonus il devient intéressant par rapport à tous les coûts que représente donc la gestion des haies et également la certification. Donc on a plusieurs scénarios qui ont été produits voilà, avec des exploitations types. Donc, ensuite, donc, dans le cadre de ce label, donc le label E, donc on a deux cahiers des charges, un cahier des charges gestion et un cahier des charges distribution, puisque donc Réseau E est le porteur de ce label. Et dans le cadre du cahier des charges distribution, donc il y a un indicateur qui demande que le distributeur achète au producteur le bois donc de manière équitable, éthique. C'est-à-dire qu'il doit, à minima, il ne peut pas l'acheter en dessous du prix du coût de production de ce bois. Donc, ce référentiel peut servir donc du coup de référence nationale pour les territoires qui n'auraient pas établi un coût de production. Donc, ça veut dire qu'il faudrait à minima ne pas être en dessous de ce coût national. Par ailleurs, donc, on met à disposition des agriculteurs, dans le cadre du labellé, donc, une application où ils peuvent donc, avoir accès à leur plan de gestion durable des haies. Donc, par rapport à ce plan de gestion, après, ils peuvent enregistrer leurs pratiques, les travaux qu'ils réalisent.
Et donc, ils peuvent, à partir de là, donc, sortir leur atelier économique. Et donc, dans cet outil, cette application, donc, on a introduit les coûts qu'on va vous présenter qui vont être mis à jour. Bien sûr, là, il est toujours possible, hein, dans tous les outils de changer ces coûts pour les adapter à des coûts locaux. L'idée étant que, bah, bien sûr, nous, au niveau national, on essaye d'avoir une référence moyenne pour pouvoir établir des coûts de référence. Donc, effectivement, l'autre échelle, c'est l'échelle de l'exploitation. Donc, diapo suivante. On a commencé à construire un outil donc, qu'il va falloir compléter parce que, comme je le mettais dans les réponses qu'apportait là sur les questions-réponses, on n'a pas encore des référentiels sur tous les éléments de valorisation. Donc, on complète cet outil au fur et à mesure. Donc, il y a encore un travail à réaliser. Mais l'idée, c'est de se dire, bah, voilà, toutes les formes de valorisation qui peuvent être faites des haies dans une exploitation, soit en valorisation directe, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, autour du bois déchiqueté, donc soit en vente externe, soit en autoconsommation, comme pour faire de la litière plaquette, comme je l'ai présenté juste avant. Mais donc, il y a d'autres formes de valorisation possibles. Le bois bûche, le bois d'œuvre, on peut en faire aussi du paillage pour faire des plantations. Voilà, donc il nous manque des références pour compléter cet outil. Mais donc voilà, il est déjà quand même disponible et on va le compléter au fur et à mesure. Il y a aussi tout ce qui est valorisation indirecte avec des services valorisés. Donc on a été la semaine dernière sur le webinaire autour du carbone, mais on a aussi les MAE, il y a les ZPAC, on a parlé du bonus, les paiements pour services environnementaux, pour lequel il y a aussi un webinaire dans le cadre de ce programme Interomvar de restitution de toutes les expériences qu'il y a pu y avoir, privées et publiques, autour des services environnementaux. Donc, pour vous donner un exemple, donc on a là un exemple d'une ferme, donc celle d'Emmanuel. Donc là, c'est pas une très grande ferme, hein, puisque c'est que 35 hectares en bovin viande, donc bovin à l'étang, donc à l'herbe. Voilà, donc on est sur un exploitant qui est labellisé, qui a des cycles de prélèvement sur un milieu qui est plutôt poussant de 10 à 15 ans, avec un linéaire de haies donc, de presque 5 km. Voilà, donc on est c'est quand même sur des densités relativement fortes. Et donc cet exploitant donc, gère ses haies en respectant son cycle de régénération. Donc il fait à peu près 320 mètres par an de gestion. Donc sur cette base-là, donc du coup, on a pu l'introduire dans le modèle pour lui présenter son atelier. Ce qui est intéressant dans l'outil, c'est que ça permet, si tu peux passer à la diapo suivante, de prendre en compte pas uniquement que la valeur de vente, mais aussi les substitutions que la haie va pouvoir apporter. Donc voilà, donc là on est sur les coûts que va lui contraindre donc la gestion de ces haies, donc les coûts de gestion pour arriver à du bois déchiqueté, les coûts de la labellisation, la réalisation d'un plan de gestion. Voilà. Et donc, le temps administratif aussi pour déclarer son travail autour de la PAC. Et donc, du coup, on a donc les recettes. Donc ça, c'est un travail qui peut se faire avec l'exploitant, bien entendu, à partir de ces éléments. Et donc, voilà, ces recettes, lui, donc c'est en partie donc les recettes du bonus est. Donc, il faut avoir en tête que comme cet exploitant est déjà labellisé pour vendre son bois déchiqueté, en fait, finalement, le bonus est c'est un bonus en plus, puisqu'il a déjà toutes les démarches qu'il a dû faire pour sa certification sont prises en charge par le bois déchiqueté. Donc là, c'est la vente de son bois déchiqueté. Donc là, on a un atelier et qui est valorisé à hauteur de donc, 1710 euros de marge. Donc si on va à la diapo suivante, on voit où sont ces résultats. Et donc, on voit que son bois énergie, finalement, il n'en vend pas beaucoup à l'extérieur, donc même s'il fait partie d'une société coopérative, puisqu'il en consomme énormément pour sa litière. Donc, voilà, qui lui finalement, par son autoconsommation, un évitement de charge de 1300 euros. Voilà, donc on voit que le bonus lui apporte un petit complément qui ne serait pas suffisant pour l'emmener vers de ce type de démarche.
sur une exploitation pas très grande. Voilà, donc tous ces éléments-là sont des outils, sont une boîte à outils sur les valorisations économiques qui sont pour l'instant disponibles. Donc, vous aurez les différents liens. Ils sont en lien sur le site du label E. Donc, on publiera aussi les référentiels techniques là sur le site de Réseau E France. On essaiera donc, comme l'a expliqué Mehdi, de trouver donc les méthodes de mise à jour. Euh, donc, ils vont être complétés là avec les dernières données obtenues et dans un avenir plus ou moins proche avec de nouveaux référentiels. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Euh, donc, on a quelques questions qui ont été répondues en direct, mais il y a eu la question de... Tu as mentionné un moment dans la présentation et dans certains outils la notion de coût évité. Est-ce que tu peux nous repréciser ça, les coûts évités de la gestion durable? Euh, Ben, en fait, il y a plusieurs types de coûts évités. ouais. Si on est à l'échelle de la parcelle, le coût évité, si on ne veut pas contraindre sa haie, donc en la tenant à un entretien, à un gabarit le plus petit possible, et ben, ça veut dire que pour faire ça, ben, il faut lutter contre le végétal. Ça veut dire que tous les ans, on passe des outils pour la tenir au gabarit. Donc ça veut dire que ben, en fait, si on fait de la gestion durable, ben, ce coût qu'on dépense tous les ans, ben, c'est un coût évité. Donc il rentre dans un bilan économique. Et souvent, on a des exploitants qui passent d'une gestion au gabarit à une gestion sylvicole de leur haie. Donc du coup, ben, quand on regarde tous les coûts, on regarde ce qui ça leur coûte pas et ce que ça leur coûte. Donc tout ça, c'est introduit dans un calcul. Enfin, ça, c'est un type de coût évité. Ou alors un autre coût évité, c'est que tu utilises une certaine ressource, par exemple de la paille. Mais en fait, si tu n'utilises pas cette ressource et que tu utilises du bois, tu vas faire de l'autoconsommation, mais du coup, tu n'achètes pas de paille à l'extérieur. Donc en fait, c'est un coût évité dans tes charges. Tu vas avoir un coût de production de ton bois, donc le but, c'est de regarder est-ce que la coût de production de ton bois est plus faible que si tu avais acheté de la paille à l'extérieur. Donc ça, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a ce que j'ai montré tout à l'heure, là, les croisements des courbes, parce que suivant ton coût de la paille, ton coût évité va pas être suffisamment intéressant par rapport à la production de ton bois. Et ça va être très dépendant des régions. C'est la même chose hein, Hmm. pour. On est en train d'établir la mise à jour du référentiel de coûts de plantation et on montre que dans certaines régions de France, les coûts de paillage en paille sont très très peu élevés, mais parce que c'est dans des grandes régions céréalières et que finalement l'accès à la paille est relativement facile. Il n'y a pas besoin de le transporter. Et on sait que transporter de la paille, c'est pas simple. Hein. On Hmm. a des camions sur les routes, hein, on n'en met pas beaucoup sur un camion. Et puis, eh bien, des fois, il faut les transporter sur des grandes distances. Alors, il y avait plusieurs questions également sur l'accès aux ressources que tu as pu présenter. Donc, on a vu à la fin de la présentation que c'était déjà en ligne. Je me permets de vous rappeler hein, que la présentation PowerPoint sera libre d'accès, enfin sera à disposition en téléchargement après. Euh, mais la plupart des documents que tu as présentés, les outils sont d'ores et déjà accessibles sur notre site. Exactement, sur notre site Labellé ou sur le site Réseau et France. Donc sur le site Labellé, c'est dans la partie valorisation, les voies de valorisation. Et il y a même aussi beaucoup de témoignages qui ont été mis sous forme de vidéos. Voilà, donc on vous invite à aller voir. Et puis sinon, sur le site Réseau et France, pour tout ce qui est référentiel des productions, que ce soit le référentiel de plantation, le référentiel de gestion. Et juste, je me permets, parce que par rapport aux questions qui étaient posées, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite coquille qui s'était glissée dans les résultats qu'a présenté Oui. Mehdi. Donc il faudra faire attention. Donc il ne faudra pas prendre les données qui sont dans la présentation vidéo, mais on va les corriger sur le PowerPoint. Et puis, donc, il y aura de toute façon un rendu papier. Donc, il faudra bien aller sur ces restitutions papier pour prendre les bonnes références. J'ai vu qu'il y avait une petite coquille sur les temps de chantier. De la même manière, il y a peut-être une coquille sur les montants du bonus haie qui est effectivement bien passé à 20 euros l'hectare et pas 7 euros l'hectare. Et voilà, on va pas pouvoir prendre davantage de questions. Juste peut-être, il y a une question sur est-ce que, il y aura un document de synthèse sur tout ce qu'on vient de voir à destination des agriculteurs. C'était demandé comme ça, mais euh,
Voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? À destination des agriculteurs, je ne crois pas. En revanche, un document de synthèse sur nos travaux, sur l'Inter-en-Var en général et sur ce qu'on vient de voir là en particulier, oui. Donc, il va Euh, y avoir, oui, des livrables qui vont être publiés en relation avec chacun des 5 webinaires qui ont été présentés. Donc, chaque thématique aura un livrable avec les résultats. Voilà, donc c'est ce qui est programmé dans notre projet collectif. Donc, ils seront disponibles sur les ressources de chacun des partenaires du projet. Mais voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas prévu un document de synthèse à destination des agriculteurs. Bon, ce serait peut-être à envisager dans un second temps. Je pense que, par exemple, sur tout ce qui est carbone, la FNAP a prévu de faire une restitution auprès de ses adhérents. Enfin, voilà. Chacun va aussi se réapproprier les données dans mm, chacun de ses réseaux. Et nous, on va continuer voilà, à les faire vivre de notre côté, voilà, pour essayer de continuer à produire des outils. très bien. Eh bien, voilà, on va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup à tous les participants. Nous étions près de 230. On a, grâce à vos questions, pu faire vivre ce webinaire. On a répondu à près de 55 questions dans l'espace questions-réponses. Donc, malgré ça, je pense que tout le monde n'a pas eu réponse à ces questions. On s'en excuse. On n'a pas pu tout traiter en direct. Je vous invite à retrouver donc le replay de ce webinaire a posteriori là sur notre chaîne YouTube, de même que d'autres webinaires que nous avons déjà réalisés sur les sujets liés aux haies, à sa gestion durable notamment. Mais un grand merci à Olivier Lepage, à Mehdi Mifta et puis à Catherine Moret pour leurs interventions. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi à tous. Merci.